8h06. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Et bien sûr, ce soir, eh bien oui, nous sommes là, Docteur Vauduit, moi-même. Docteur Vauduit, bonjour. Bonjour, Evitch. Ça va ? Ça va bien. Alors, Docteur Vauduit, donc là, le club Cœur et Santé, on va rappeler un petit peu la fédération du club Cœur et Santé. On va rappeler un petit peu votre adresse, votre mail, tout ce que vous faites justement dans votre fédération du club Cœur et Santé. Alors, le club Cœur et Santé fait partie de la Fédération française de cardiologie. On est en quelque sorte l'antenne locale de la Fédération de cardiologie. Et en premier lieu, la Fédération française de cardiologie a pour objectif de diminuer les maladies cardiovasculaires. Alors, pour diminuer, il faut faire principalement deux choses. Prévenir, c'est-à-dire on va essayer d'informer le public, tout le monde, de prévenir la survenue d'une maladie cardiovasculaire. Prévenir donc par une bonne alimentation, prévenir par l'exercice physique et par une bonne hygiène de vie, par l'alimentation. Comme on dit, bouger, hein. Oui, bouger, manger, et bouger. bien manger. Oui. Alors, là, Docteur Vauduit, justement, là, aujourd'hui, ça rentre un petit peu dans votre cadre, la cardiologie. Oui. Ça rentre dans le cadre et puis là, bon, je reviens un peu le deuxième point de nos missions, c'est de remettre en quelque sorte dans le circuit habituel des gens qui ont eu une maladie cardiaque. C'est pas facile, par exemple, après un infarctus, les gens ont plus ou moins peur, est-ce que j'ai eu le droit de faire ceci, de cela. Donc nous les accompagnons. Nous les accompagnons pour inciter à faire de l'exercice physique, à leur donner des conseils pour une bonne alimentation et éventuellement pour leur dire, voilà, il faut une petite surveillance médicale derrière. D'accord. Alors aujourd'hui, en parlant de surveillance, là, aujourd'hui, on va parler des examens qui se font chez un cardiologue. Parce que si la personne n'a jamais été chez un cardiologue, il va se demander qu'est-ce qu'il va me faire. Et qu'est-ce que vous allez lui faire? Bon, alors pour la consultation cardiologique, c'est très simple. Hein. C'est comme une consultation, comme tous les médecins. D'abord, on dit bonjour. Oui. Mais alors, Docteur Vauduit, si on va voir un cardiologue, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a eu quelque chose avant? On a eu des alertes? Oui, voilà. Alors, le cardiologue, on ne peut pas le voir comme ça. Il faut qu'il soit adressé par le médecin traitant. D'accord, voilà. Et là, le médecin traitant, à un certain moment, pensait qu'il pourrait y avoir un problème cardiologique. Alors, il dit au patient, allez voir un cardiologue. Et deuxièmement, le patient peut aller voir son médecin traitant pour une douleur à la poitrine, par exemple, pour un essoufflement. Et dans ce cas, le médecin traitant envoie chez le cardiologue. Voilà. Le cardiologue ne reçoit que, en quelque sorte, à l'initiative du médecin traitant. D'accord. Je suis chez le cardiologue, vous me recevez, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Que se passe-t-il? Alors, je viens vous voir parce que justement, j'ai eu un petit point en haut qui fait que, oui, un point. Oui. Alors, le cardiologue commence toujours par faire ce qu'on appelle un interrogatoire médical. Il demande à la personne, est-ce que vous avez déjà été malade, etc. Bon, quel âge avez-vous, hein? Bon, le sexe, il voit. Oui. Mais l'âge, et il demande, est-ce que vous avez eu l'hypertension dans le temps, le diabète, est-ce que vous avez eu des cancers, est-ce que vous avez été hospitalisé? C'est pour cerner le profil du patient. Oui, d'accord. Donc, il y a l'interrogatoire. En fin de compte, c'est une fiche de renseignement. C'est ça, c'est vraiment une fiche de renseignement. Et puis là, il va demander à la personne, là, donc vous avez eu mal. C'est ça. Alors il va demander, vous avez mal dans quelles circonstances? Est-ce que c'est au repos? Est-ce que c'est à la nuit? Est-ce que c'est à l'effort? En dehors des efforts, à l'émotion, etc. Et cette douleur
elle reste à la poitrine? Est-ce qu'elle va vers les mâchoires, au bras? Est-ce qu'elle va vers l'estomac ou non? Vous voyez, toutes ces questions permettent au cardiologue de voir si éventuellement il y a une suspicion importante d'une maladie du cœur. Et puis, il demande autre chose aussi. Est-ce qu'il y a le froid un impact sur cette douleur ou non? Et depuis quand cette douleur est survenue chez la personne? Donc là, sur le premier rendez-vous, c'est un questionnaire de façon à pouvoir cerner justement le patient. Oui, alors c'est le premier point. C'est le premier point. C'est le premier point. Oui. Puis après, il y a l'examen. D'accord. Il examine quand même la personne. Donc l'examen, c'est quoi exactement? L'examen, c'est d'abord, c'est une auscultation. Le cardiologue ausculte le cœur de la personne. C'est très important pour un cardiologue parce que déjà, à l'auscultation, il peut savoir si le cœur est trop lent ou trop rapide, ou bien qu'il a des irrégularités. Oui. Est-ce que les battements du cœur sont normaux, c'est-à-dire bien audibles, ou bien c'est très, très amorti et qui nous donne des renseignements. Voilà, ça c'est l'examen. Et puis, naturellement, il prend la tension. Alors, cet examen, ça se passe donc au cabinet chez le cardiologue. C'est une machine, c'est quoi exactement? Là, il n'y a pas de machine encore. D'accord. La machine va venir. D'accord, c'est Après, pas encore chez la le machine. cardiologue, oui. Là, c'est l'interrogatoire, il prend la tension, il prend des pulsations, est-ce D'accord. que les artères marchent bien? Et puis après, un cardiologue, c'est une spécificité d'un cardiologue, c'est de faire un électrocardiogramme. Il n'y a pas de consultation cardiologique sans électrocardiogramme, en gros. Alors, qu'est-ce que c'est un électrocardiogramme? C'est un appareil qui enregistre les pulsations électriques produites par les battements du cœur. L'électrocardiogramme confirme ce qu'a déjà peut-être vu le cardiologue, c'est le cœur est irrégulier, par exemple, Oui. ou bien le cœur est trop rapide ou trop lent. Vous voyez. Mais là, on a une inscription sur une feuille de papier. Et puis, deuxièmement, ça c'est très important, parce que avec cet électrocardiogramme, on peut dire si la personne, à ce moment-là, ou a eu, à certains moments, un infarctus ou non. Donc, c'est capital. Et ça, alors, docteur Vauduit, ça c'est le même jour. Ah Tout oui, est- oui. Voilà. C'est le même jour, là. Tout, C'est tout est fait. Donc, quand vous arrivez chez le cardiologue, tout est fait le même jour. Ah oui, oui. On ne Tout ça, c'est reprend le même pas jour. un autre rendez-vous après. Là, tout est diagnostiqué ce jour même. Oui, pour certaines choses, pas toutes les choses. D'accord. C'est pour ça qu'après, on a d'autres examens. Supposons que tout est normal. C'est-à-dire qu'à l'auscultation, il n'y a rien, et sur l'électrocardiogramme, il n'y a rien, parce que, vous savez, le cœur est très changeant. C'est possible que l'angine de poitrine, par exemple, si la personne n'est pas en pleine crise, c'est possible que l'électrocardiogramme est tout à fait normal. D'accord. Ouais. Dans ce cas, il y a une douleur. Supposons que cette personne a eu du diabète, a de la tension, a du cholestérol. Donc, le cardiologue a dit, il faut faire attention, c'est possible que ce soit une angine de poitrine. Qu'est-ce que c'est, une angine de poitrine? Oui. Une angine de poitrine, c'est quand le cœur, les artères du cœur se rétrécissent. Au repos, il y a assez de sang, donc d'oxygène qui passe pour alimenter le muscle cœur, mais à l'effort, comme l'artère est légèrement rétrécie, il n'y en a pas assez de sang, pas assez d'oxygène pour alimenter le cœur, donc les gens ont mal. Alors, donc, l'angine de poitrine, ça se soigne, ça, non? L'angine de poitrine, ça Oui. se soigne, absolument. Absolument. D'accord. Donc, si tout va bien, si tout va pas bien, enfin, là, le docteur, le médecin va me le dire. Si ça va pas, qu'est-ce que je dois faire? Et il y a des choses. On est sur l'hypothèse où l'examen chez le cardiologue n'a rien montré. Oui. Il a une suspicion de quelque chose, mais on n'a pas la preuve. Donc, il faut faire la preuve D'accord. de cette angine de poitrine. Et là, il faut des examens supplémentaires. Et ces examens-là ne peuvent se faire que en dehors du cabinet médical. D'accord. Mais là, on est dans le cas de figure d'une douleur. Mais par exemple, une personne peut venir pour envoyer par son médecin traitant Oui. pour un problème de tension.
Oui. Par exemple, vous voyez, donc le cardiologue examine et puis la tension est normale, plus ou moins. Alors, il peut demander un examen particulier, c'est la prise de tension pendant 24 heures. C'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Alors là, il faut un autre rendez-vous. Il donne un autre rendez-vous. La personne vient. Il installe un appareil qui enregistre la tension 24 heures chez la personne. D'accord. Aussi bien le jour que la nuit. Et ça apporte des éléments supplémentaires pour dire si la personne a de la tension ou non. Et là, ça se fait en un deuxième rendez-vous, mais toujours au cabinet. Alors, on n'est pas... d'après ce que je comprends, lorsque je vais voir le cardiologue, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs options de façon à pouvoir consulter mon cardiologue. Comme vous dites, la tension. Oui. Les palpitations, par exemple, aussi. Oui. Alors, et là, tout à l'heure, on a pris l'exemple de quelqu'un qui a mal à la poitrine, là. Oui, voilà, ça. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? D'autres signes. D'autres signes. Oui. L'essoufflement. D'accord. Les vertiges aussi, parfois. Oui. Donc, si j'ai tout ça, je vais voir mon médecin et mon médecin me renvoie chez le cardiologue. C'est cela. On est bien d'accord. Oui. Alors, c'est possible aussi que quand la personne raconte au médecin, elle dit « Oh oui, ça, c'est pas le cœur ». Par exemple, avec un problème de vertige, il va dire « Non, c'est pas le cœur ». Il va orienter vers quelque chose de quelqu'un d'autre. D'accord, c'est lui qui vous oriente donc autre part. Alors qu'est-ce qu'il y a l'orientation donc éventuellement si alors c'est pas la même chose si j'ai un souffle, si j'ai de la tension et si j'ai l'angine de poitrine. Ce sont trois choses différentes qui sont aussi à prendre quand même au sérieux. Oui, oui. Pour le souffle par exemple, parfois les gens ne ressentent rien et c'est le médecin chez lui en auscultant, il a entendu un souffle. C'est ce qu'on appelle un souffle au cœur. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on dit un souffle au cœur? Alors, en principe, les deux battements cardiaques sont bien distincts. Entre deux, il n'y a aucun son. Mais supposons que maintenant, dans un tuyau d'eau, un tuyau d'eau en laiton, par exemple, vous soufflez, vous avez un son. Mais quand vous pincez ou bien vous aplatissez un petit peu le tuyau, ça fait bec de flûte, donc il y a un son particulier. Et c'est ça, ce qu'on appelle un souffle au cœur. Alors là, c'est grave? Ça peut être rien du tout, ou bien ça peut être grave. Tous les cas de figure sont possibles. Alors, qui c'est qui détermine ça? Le degré de gravité. Oui. Oui, c'est le cardiologue. Alors dans ce cas, il y a un examen particulier qui est l'échocardiographie, qui permet de voir si les valves fonctionnent bien ou non. Est-ce que il y a des problèmes de circulation à l'intérieur du cœur? Là, on parle de circulation du sang à l'intérieur du cœur. Pas un problème d'artère, là. Oui, d'accord. Et c'est une échographie. L'échographie, c'est, on envoie des ultrasons, on reçoit les ultrasons en retour et on a une structure du cœur. Et en général, c'est couplé, c'est-à-dire en un même examen, on fait un Doppler également. Le Doppler, c'est pareil, on envoie des ultrasons, on reçoit les ultrasons en retour et on peut savoir la vitesse de circulation. C'est le principe du radar des gendarmes. Hein. Oui. Ah oui. Voilà, exactement. Exactement. Alors les gendarmes mesurent par 50, 70, etc. Par kilomètre à l'heure, mais là on est dans des vitesses bien moindres. Hein. D'accord. Alors là, forcément, tout est à prendre quand même au sérieux, parce qu'à partir du moment où je suis dans votre cabinet, éventuellement que ce soit un souffle au cœur, que ce soit une angine de poitrine, le cardiologue, lui, va m'envoyer à faire des examens un petit peu plus approfondis. Voilà. Alors, en général, c'est un problème de souffle au cœur. Parfois, à la même consultation, le cardiologue peut faire l'échographie également. D'accord. Et on est plus avancé, en quelque sorte. Mais à l'inverse, la personne qui a mal à la poitrine, et qui est diabétique, hypertendue, etc., et qu'on ne trouve rien, à l'examen en son cabinet médical, il prescrit ce qu'on appelle les épreuves d'effort. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, l'angine de poitrine,
on sent rien au repos, Oui. mais dès qu'il y a un effort, manque d'oxygène, il y a quelque chose. D'accord. Donc, on crée en quelque sorte des situations pour solliciter plus fortement le cœur. C'est-à-dire qu'on va mettre la personne sur un vélo, l'appartement, on met des électrodes et on met le même électrocardiogramme que le cardiologue a chez lui Oui. et on fait pédaler la personne. C'est-à-dire on va lui faire des efforts. Ah oui, le test d'effort. Le test d'effort. D'accord. C'est que ça, le pédalo, il y a que ça ou est-ce qu'il y a autre chose? C'est une bicyclette d'appartement. On avait essayé aussi le pédalage en piscine, position non? semi-assise. En Oui. général, c'est en position de vélo, quoi. Oui. Mais on a le tapis roulant aussi. D'accord. C'est comme dans les salles de gymnastique. On marche sur un tapis et le cardiologue accélère la vitesse du tapis. Donc la personne est obligée de marcher plus rapidement, en quelque sorte. Combien de temps? Ça dépend de la réaction de la personne. Par exemple, s'il est très essoufflé, à un certain moment, on arrête. Ou bien, on trouve des anomalies. On dit c'est une angine de poitrine, on arrête aussi. D'accord. Ou bien, tout d'un coup, le cœur commence à être irrégulier, par exemple. Sinon, on va jusqu'à une certaine limite qu'on exige à la personne. Il faut que la personne aille jusqu'à avoir une certaine fréquence cardiaque pour dire que cet examen est valable. Si la personne arrive à la fréquence, supposons à 140 par minute, pour son âge, qu'il n'y a rien, on dit, voilà, votre examen est normal. Ce que vous avez là, c'est probablement pas une angine de poitrine. D'accord. Donc là, une fois qu'on a fait ces examens de test d'effort, après, qu'est-ce qui se passe alors? Comme test d'effort, il y a plusieurs genres D'accord. de tests d'effort également. Il y a un test, une échographie à l'effort aussi. On peut faire des échographies à l'effort. Alors là, on va faire accélérer le cœur par une injection d'un produit qui accélère le cœur. Ah bon? Oui. Une injection de quelque chose? Oui, on injecte un petit produit. Et c'est quoi? C'est un produit qui accélère le cœur. Ça, c'est anodin. Et comme on accélère le cœur a besoin de plus d'oxygène. S'il y a une artère qui se rétrécit, on sait que il y a une angine de poitrine. D'accord. Et il y a d'autres dans le test effort qui est plus performant, plus précis, c'est-à-dire qu'on fait coupler avec une scintigraphie myocardique aussi. On injecte ici aussi un produit qui est un produit radioactif et on fait passer sous une caméra pour voir s'il y a une partie du cœur qui est mal irriguée ou non. S'il y a une partie du cœur qui est mal irriguée, cela signifie angine de poitrine. C'est quand même grave, hein, l'angine de poitrine, hein, quand même. Hein. C'est grave et pas grave. Pas grave. Oui. C'est vrai que il y a certaines angines de poitrine avec une épaule d'effort qui n'est pas très très perturbée. On peut rester là. On va proposer aux patients de prendre certains médicaments, avoir certaines précautions. Oui. Mais si c'est un tout petit peu plus grave, on lui conseille quand même de faire une coronarographie. Alors là, on passe à un autre type d'examen, une autre série d'examens, parce que la coronographie nécessite une hospitalisation. D'accord. Hospitalisation, donc à l'hôpital, combien de temps? Oui, moins de 3 jours. D'accord. Et là, à partir de ce moment-là, ça vous permet justement d'approfondir vos examens. Voilà, approfondir et avoir plus de précision pour pouvoir faire un diagnostic. Est-ce que la personne est malade ou non? Il est très malade ou légèrement malade? Donc vous approfondissez les examens. Est-ce qu'il y a d'autres examens justement pour approfondir et savoir Pour l'angine de poitrine? Oui. Oui, je pense qu'on va rester dans l'angine de poitrine parce que sinon... c'est comme vous voulez, docteur Bauduit. Oui. Parce que pour l'angine de poitrine, actuellement, il y a un examen qui est assez performant, c'est faire un scanner des artères du cœur. Et là aussi, avec le scanner, on voit si l'artère du cœur est rétrécie ou non. Et deuxièmement, avec le scanner du cœur, on parvient à voir si les artères du cœur sont calcifiées ou non.
et ça nous apporte beaucoup d'éléments pour cerner le profil, disons, des artères du patient. Là, il y a encore donc toujours des examens approfondis. Oui. On est à l'hôpital, on approfondit donc les examens, 3 jours. Ensuite, Alors, on continue toujours dans l'angine de poitrine. Oui. Et là, on considère toujours le cas important. On peut proposer après l'épreuve d'effort qui est très positive, c'est-à-dire très anormale, etc. Tous les tests d'effort sont anormaux. On propose à la personne une coronarographie. Alors, une coronarographie, c'est un examen radiologique qui me permet de voir si les artères sont très rétrécies ou moyennement rétrécies. C'est une image qu'on va avoir. Et là, c'est une hospitalisation. Oui. Alors, la coronarographie consiste à injecter un produit iodé de contraste à l'intérieur des artères du cœur et faire des radios. Donc, pour injecter ce produit, il faut qu'on monte une sonde. Actuellement, on monte une sonde à partir de l'artère radiale. C'est une artère du bras. Oui. On monte la sonde et on va jusqu'à l'artère du cœur. On injecte le produit, un produit iodé, un produit de contraste qu'on dit, et on parvient à avoir l'image de cette artère. Alors cette artère peut être moyennement rétrécie ou très rétrécie, et dans le cas où cette artère est très rétrécie, on le dilate. C'est-à-dire qu'on met une autre sonde avec un ballonnet, on gonfle le ballonnet pour élargir le diamètre de l'artère pour que l'artère retrouve plus ou moins le diamètre avant la maladie. Tout ça se fait, on est endormi. Non. Ah, bon? On n'a pas besoin d'être endormi. Pas besoin d'être endormi. Non, parce que vous savez qu'à l'intérieur des artères et des veines, on ne sent rien. Par exemple, quand vous faites une prise de sang, on pique avec une aiguille. Et c'est la piqûre, en quelque sorte, à travers la peau qu'on a mal. Mais quand l'aiguille à l'intérieur de la veine, on ne sent plus rien. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de testeur, en quelque sorte, de douleur à l'intérieur des artères et des veines. Alors là, vous dites à l'intérieur des veines, vous injectez donc un produit, vous gonflez l'artère. Oui, on gonfle le ballon pour dilater l'artère. Tout ça, ça vous sert à savoir si justement le malade va avoir beaucoup plus de choses en ce qui concerne son angine de poitrine. Oui, alors là on est arrivé au deuxième stade là. Voilà, d'accord. C'est-à-dire qu'on a déjà fait le diagnostic. Oui. C'est-à-dire qu'avec l'injection, on voit l'artère rétrécie. Oui. On va maintenant au traitement. Pour la même séance, pour la même séance, on monte un ballonnet, on le gonfle pour dilater le diamètre de cette artère. Là, c'est un traitement déjà. Déjà, oui. Voilà. D'abord, on fait le diagnostic. Oui. Et on fait le traitement en même temps. En même temps, oui. Le patient, il est au courant, il le sait. Oui, en général, il est conscient. Il est conscient, oui. Voilà, le médecin qui fait la coronographie dit, voilà, vous avez une angine de poitrine, l'artère gauche ou droite, etc. est rétrécie, je vais vous dilater. Ben, naturellement, le patient va dire, ah non, je veux pas. Oui. Il est libre, chacun nous, mais en général... oui, parce que s'il le fait pas, ça va que augmenter justement ses souffrances. Enfin, avec un risque. Oui. Avec risque, voilà. Avec donc le ça, risque de faire un infarctus. Exactement. Parce que là, on est au stade de l'angine de poitrine. Là. Ah oui, et l'angine de poitrine, c'est l'infarctus? L'angine de poitrine est différente de l'infarctus. D'accord. Jusqu'à maintenant, les artères sont rétrécies, mais elle n'est pas bouchée. D'accord, oui, c'est ça. Tandis que l'infarctus du myocarde, l'artère est bouchée. Ah. C'est-à-dire qu'une partie du cœur n'est pas alimentée en sang du tout. Une partie du cœur n'est pas alimentée en oxygène. Donc, il va se faire une plaie, quoi, en quelque sorte, au cœur. C'est ça qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Donc là, vous soulagez justement le patient avec l'angine de poitrine. Oui. Éventuellement, ça lui évite d'avoir l'infarctus. L'infarctus, voilà, c'est ça. Alors après le gonflement par le ballonnet de l'artère, en général, on met ce qu'on appelle un stent.
C'est-à-dire c'est que quoi ça? souvent les gens disent oui, j'ai un ressort au cœur. C'est-à-dire que on va gonfler et là-dedans on lâche Dans l'artère, on donc? lâche dans l'artère, Ouais, hein, dans c'est l'artère. très petit, hein. Oui. Lâche dans l'artère une armature métallique qui permet à l'artère de ne pas se rétrécir de Ah, nouveau. d'accord. Ah oui, oui, oui. C'est ce qu'on appelle un stent. Souvent, les gens disent oui, on m'a mis un ressort, 2 ressorts au cœur. C'est ça. Donc, une fois, alors, tout ça, c'est pareil. C'est dans l'examen, c'est fait. Une fois que c'est fait, après, qu'est-ce qui se passe alors? On ne peut qu'en mettre un seul de ressort? Ah non, on peut Non, en mettre plusieurs. On peut en mettre plusieurs. Ah oui, plusieurs. Et refaire éventuellement dans 3 mois, dans 6 mois, si ça va pas bien. Mais déjà, On peut avec un, ce qui permet aux patients de mieux respirer, enfin de oui, mieux, oui, d'avoir plus avoir mal. de ne plus avoir mal. Oui. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander, ça fait mal? Ah non, l'examen ne fait pas Ah, mal du tout. d'accord. Non, mais l'angine de poitrine Ah oui, parfois ça fait mal? Ça fait très mal, oui. D'accord. Donc, une fois ça c'est fait, le patient il rentre chez lui Oui, le patient rentre chez lui. et après, je suppose Et que... après, il y a une surveillance. Voilà, une surveillance. L'un des examens de surveillance, Oui. c'est de refaire l'épreuve d'effort. Mhm. Et là, on compare par rapport au premier, Oui. hein, qui était anormal, Mhm. si maintenant c'est mieux. Et en général, bon, tout se passe bien. Alors, vous dites pas plus de 3 jours? Oh non, pas plus de 3 jours. 3 jours après, le patient rentre chez lui. Oui, oui, Donc, ensuite, il a une visite, comme on dit, de contrôle. oui. Et il prend des médicaments quand même. Qu'est-ce qu'il prend comme médicament? Et il prend des médicaments qui fluidifient le sang, Oui. hein, et qui permet le sang de mieux circuler. Alors ça, c'est pareil, il faut les prendre, les médicaments. Ah, il faut les prendre, les médicaments. Tous les jours, donc ce qui permet... Ça, comme c'est on tous dit, les jours, oui. Voilà, tous les jours, ce qui permet de, justement, continuer à bien irriguer son cœur, on va dire. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. C'est cela. C'est un petit peu bien ça. cela, oui. Alors, il y a le cœur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres examens encore après ça? Oui, on reste toujours dans le cas d'une angine de poitrine, Oui. hein, ou d'un infarctus, Oui. disons. Si le cardiologue pense que c'est pas faisable, c'est pas possible de de dilater, mettre des stents, Oui. on propose la chirurgie de pontage. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, qu'est-ce que c'est la chirurgie de pontage? C'est-à-dire que vous supposez qu'il y a un tuyau et ça rétrécit à un certain niveau. Oui. Donc maintenant, on met un autre tuyau, on court-circuite l'endroit où c'est rétréci. Et pourquoi le cardiologue, lui, dit que on ne peut pas mettre de stent et par contre, on peut faire le tuyau? Le pontage carrément? Oui. Oui, parce que ce sont pas des gestes anodins. Il y a quand même plus de risques de faire une chirurgie. Oui. Ça dépend du degré de gravité de la personne. Ça dépend s'il a plusieurs endroits où plusieurs artères sont rétrécies ou non. Ça dépend de beaucoup de choses. La chirurgie, c'est en quelque sorte le dernier recours dans tout ça. D'accord. Bon, comme vous dites, c'est un petit peu plus lourd, mais ça se fait. Et à l'heure actuelle, en 2018, on a peut-être des moyens mieux adaptés ou Oui. oui, je pense. Hein. Alors, dans le temps, quand on dit chirurgie, il faut ouvrir le thorax. Actuellement, on peut faire par fibroscopie et on n'a pas besoin d'ouvrir le thorax. Hein. Avec des appareils, des tuyaux, on fait 2 ou 3 et puis on manipule. 2-3 petits trous et puis à l'intérieur, donc vous faites rentrer votre... oui, quand même, parce que c'est vrai, comme vous dites avant, bah oui, on ouvrait quand même. Hein. Oui, mais maintenant on ouvre toujours. Hein. On Ça ouvre dépend toujours des cas. Et il y a des cas où on ne peut pas faire la chirurgie des coronaires par fibroscope. On est obligé toujours d'ouvrir le cœur. D'accord. Donc là, une fois que ma chirurgie, elle a été faite. Oui, alors une fois la chirurgie faite, oui. la personne va aller dans un service de réadaptation. Ah, une maison médicale pour... Voilà, une maison médicale. D'accord. Et dans notre région, en général, c'est au centre d'Olancourt. Oui. Alors pendant 2 semaines, en gros 2-3 semaines, ils font des exercices, apprendre à bouger, etc. Et on teste constamment, toujours à vélo, avec un électrocardiogramme, si tout fonctionne bien ou non.
Et c'est seulement après cette période de réadaptation cardiaque Oui. qu'ils reviennent à domicile. Seulement, voilà. Alors, au bout de 3 semaines, ça peut durer un petit peu plus longtemps ou alors 3 semaines, c'est Oui, suffisant? ça dépend. Ou bien moins longtemps ou plus longtemps. D'accord. Ouais, c'est variable. Ça dépend un petit peu de ce qu'on a fait à la personne aussi. Alors, une fois que je suis rentrée chez moi. Voilà, le problème, il est là. Oui. Une fois rentrée à la maison, qu'est-ce que je fais? La personne est en quelque sorte lâchée dans la nature. Oui. Et actuellement, il n'y a pas beaucoup de structures hospitalières qui conseillent aux gens de faire ceci, cela. Et là, c'est l'intérêt des clubs Cœur et Santé de la Fédération française de cardiologie, c'est qu'on a organisé des petites structures pour conseiller à ces personnes-là de refaire de l'exercice physique. Donc ce sont des cardiaques quand même, c'est-à-dire faire de l'exercice physique dans certaines conditions. Nous, on peut cerner quelles sont les possibilités de la personne pour leur conseiller l'une de nos activités. Oui, alors ça serait un petit peu plus le rôle de la maison de repos, comme vous dites à Aulencourt, qui fait qu'il y a eu le patient et qui dit maintenant, vous retournez chez vous, mais ça ne vous empêche pas d'aller au club Cœur et Santé de Noyon, pouvoir justement faire des exercices. Ça serait un petit peu le relais entre la maison de repos et puis vous. Oui, c'est ça. Alors, en général, les gens qui ont passé par Aulencourt, on se conseille quand même. Voilà, ça oui. c'est bien aussi. C'est très bien d'avoir des réseaux comme ça pour bien suivre tous les patients. Parce que c'est vrai, on se pose toujours la question, bah oui, on m'a fait ça avec mon cœur, il est fragile, je ne peux plus rien faire. Au contraire. Au contraire, comme vous dites. Au contraire. Parce que après la période de réadaptation, les gens sortent quand même avec un dossier. C'est-à-dire que sur ce dossier, il doit y avoir une épreuve d'effort. Et on sait jusqu'à quelle possibilité la personne peut aller. Donc nous, dans le club Cœur et Santé, on parvient à cerner un petit peu les choses et conseiller une activité qui est adaptée à la personne. Oui. C'est vrai que là, vous avez quand même, votre fédération à Noyon, vous avez quand même un rôle très important parce que ce soit tous les patients qui viennent de subir une opération ou autres sur le cœur qui ont été en maison de repos, là vous les recevez avec votre structure d'accueil et là, comme vous dites, vous leur proposez telle ou telle chose à leurs besoins. C'est ça, telle ou telle activité adaptée à leurs possibilités. Oui, alors vous avez quoi dans votre club justement ? Alors, en général, si la personne sort de l'encours, nous leur conseillons la gymnastique douce, la gym douce chez nous. D'accord. Parce que c'est très doux. On a un moniteur qui voit bien les choses. Si la personne ne peut pas faire, il ne fait pas, par exemple. Mais c'est une gymnastique très douce. D'accord. Et après quelques temps, disons quelques mois de gymnastique douce, et si on a un dossier complet du patient, peut nous donner ou ne pas donner. Mais à vous, ça vous permet justement, vous savez ce que vous faites, vous savez, vous êtes une structure, donc le mieux, mais si vous avez un petit peu plus d'éléments, donc ça vous permet de structurer le patient et peut-être le diriger dans vos structures un petit peu. De toute façon, vous y allez, comme on dit, vous y allez doucement, très tranquillement, gentiment. Moi, je sais qu'il y a de la marche chez vous. Au point de vue pratique, il y a peut-être certains endroits où il y a encore la neige et verglas, alors il ne faut pas risquer. Il faut faire attention quand même. Alors, vous avez de la marche le mercredi, vous en avez le vendredi. Oui, voilà. Le vendredi aussi. Oui. On a la Zen Marche qui est très très doux également. C'est une marche entrecoupée de mouvements de gymnastique asiatique. Ah, et dis ça, donc. C'est tout nouveau, ça. Bien. Oui, depuis septembre dernier. C'est bien parce que vous avez votre structure, elle présente plusieurs possibilités. Oui. Donc la personne qui paye une cotisation chez vous, alors voilà, c'est ça que je voulais vous demander, elle peut se permettre de faire toutes les activités ? Oui, alors on a 5 activités
Et s'ils font les 5 activités, c'est rare, il y a 2 ou 3 personnes qui font 5 activités. Oui, il faut être en forme. Hein. Non, c'est pas ça, c'est le temps. Oui, parce que 5 activités, ça fait 5 jours, on est bien d'accord. Oui, c'est 5 jours. 5 jours. Alors, oui. 70 € par an. D'accord. Des activités de 2 heures à peu près? Non, 1 heure. 1 heure. Chaque séance dure en général 1 heure. Sauf la marche zen qui dure 1 heure et demie. Oui. Parce que c'est plus lent, etc. Et puis après, il y a un thé. Et c'est en pleine nature. Hein. C'est en pleine nature. En pleine nature. C'est aux étangs de Morlincourt. Tous les vendredis à partir de 9 heures du matin. Tous les vendredis, vous vous retrouvez là-bas ou alors Oui, là-bas, on se retrouve là-bas, à l'étang de Morlincourt. Oui. Je sais pas où c'est, mais il va falloir que j'y aille. Oui, c'est sur la route entre Noyon et Pontoise-des-Noyons. Ah, d'accord. C'est à gauche, hein, il y a des étangs. Si vous allez de Noyon à Pontoise-des-Noyons, à gauche, là, où il y a la forêt, à gauche, vous verrez qu'il y a des étangs. Là, c'est autour de l'étang, qu'est-ce qui se passe? Oui, ces temps-ci, comme il a plu ces derniers temps, on fait pas tout le tour de l'étang, mais une partie. Et chacun fait à son rythme. Ah oui, bien sûr. Et puis là, c'est une marche très lente, hein, douce. Donc ça peut convenir aux personnes qui viennent juste peut-être de se faire opérer, de reprendre tranquillement et gentiment. Et c'est ce que vous leur conseillez, docteur Vauduit, aux patients, de venir à votre fédération pour pouvoir choisir et continuer. Ne restez pas chez vous, continuez de vivre. C'est cela. Oui, il faut reprendre sa vie avant l'accident cardiaque, en quelque sorte. On a parlé que des activités physiques, mais nous, on a des séances d'information. Et samedi dernier, on a fait une conférence sur l'alimentation. Comment manger sain. J'allais vous le demander, justement. Oui. Alors, est-ce que vous avez des cours de cuisine? Non. On n'a pas pu organiser encore des cours de cuisine, mais c'est dans nos tablettes. Parce que la Fédération de cardiologie n'a pas souscrit l'assurance pour faire des cours de cuisine. Et qui dit cours de cuisine, dit feu, dit couteau, d'où risque. Ah oui, d'accord. Alors, on attend que l'année prochaine, certainement, la Fédération de cardiologie souscrive pour tous les clubs Cœur et Santé cette assurance-là pour monter vos ateliers. Nos ateliers de cours de cuisine. On a déjà l'emplacement. Oui. C'est bien ça. Ça c'est bien. Oui, c'est un problème d'assurance. C'est un complément, c'est bien. Et c'est bien ce que vous dites parce que l'information justement de bien manger, en fin de compte, c'est un tout. Hein. Ah, c'est un tout. C'est un tout. Mais oui, on peut se permettre de faire de la marche, de la gym. On peut se permettre de courir un petit peu parce que justement, ce qui est bien dans votre club, c'est que on est bien entouré et on est conseillé. Oui. Ça, c'est bien aussi. Donc, le patient, forcément, il ne peut que être bien. C'est cela. Alors, là, ce que vous étiez en train de dire, c'est vrai sur l'alimentation. Maintenant, vous avez peut-être un site pour pouvoir consulter tout ce que vous faites en information sur l'alimentation ou sur tout ce que vous faites. Oui, bien sûr. Alors, il suffit que vous ouvrez votre navigateur et puis vous tapez « Cœur et santé Noyon ». Et vous avez notre site. Et là, on a toutes les activités, ça nous donne toutes les informations. Toutes les activités, toutes les informations. Ou bien sur Facebook, pareil, hein, Cœur et Santé Noyon. Et vous êtes sur notre site. D'accord, bah ça c'est intéressant. Alors, vous êtes combien adhérents en ce moment? Actuellement, on est plus de 100. Ah, c'est bien. C'est très bien. Ça a augmenté par rapport à l'année dernière? Oui, l'année dernière, on avait 57. Ah oui, en effet, ça a pratiquement doublé. Alors. Oui, pratiquement doublé. Et là, c'est pas fini encore. Il y a des gens qui s'inscrivent tout le temps. Oui, parce que les inscriptions, c'est au mois de septembre ou alors vous prenez en cours de route. Vous prenez en cours de route aussi. Oui. Et ça, c'est bien. Oui, c'est bien parce que votre facilité. Oui. Et puis, les gens peuvent venir 2 fois pour essayer n'importe quelle activité. La seule chose, c'est que dans ce cas, il faut qu'ils voient avec leur assurance à eux. En général, on a tous une assurance responsabilité civile. Mais dès qu'ils ont la carte Cœur et Santé, ils sont assurés par la Fédération française de cardiologie pour toutes les activités que les personnes pratiquent.
Et tout le monde pratique facilement une activité dans la semaine? Oui, en général, au minimum, les gens qui sont inscrits chez nous font au moins une activité par semaine. D'accord. Et alors vous, docteur Vauduit, vous conseillez à même chez vous. Moi, je suis chez moi. Bon, c'est vrai, malgré le temps, je peux pas me déplacer. Je peux faire des activités chez moi. Rien ne m'interdit de faire de la marche. Ah non, au contraire. Du vélo chez moi, même du vélo, vous savez, d'appartement. Est-ce que ça, je peux le faire? Ah oui, c'est très bien. Je peux faire de la piscine aussi. Oui. Mais c'est-à-dire que je réponds peut-être oui rapidement. Là. Il faut que vous demandez à votre médecin avant. D'accord, voilà. Est-ce que vous pouvez faire la piscine? Est-ce que vous pouvez faire du vélo à domicile? Ou bien est-ce que vous pouvez marcher rapidement? Oui, toujours l'avis du médecin. Ah oui. Ça compte beaucoup, énormément. Compte beaucoup, oui. D'accord. Là, on a appris beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a autre chose en ce qui concerne donc forcément les examens en cardiologie? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Oui, alors jusque-là, on tourne autour un petit peu, autour de l'angine de poitrine, la fortus, c'est-à-dire qu'une artère qui est bouchée. Ou rétrécie, vous voyez. Mais là, on peut parler autre chose. Je ne vais pas parler de l'hypertension artérielle parce que ce sera la prochaine émission. Oui, d'accord. On va parler de ce qu'on appelle les troubles du rythme. C'est-à-dire que quand le cœur n'est pas régulier, par exemple, quand le cœur est trop rapide. Ah, ce qu'on appelle de la tachycardie, c'est pas ça? Tachycardie. C'est ça. Tachycardie, c'est quand le cœur est trop rapide. Et bradycardie, c'est que le cœur est trop lent. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, il y a un problème de diagnostic avant. Supposons que la personne vient, envoyée par son médecin, parce qu'elle a présenté un malaise. Et l'examen normal n'a rien montré de particulier, mais le cardiologue suspecte un trouble de la fréquence cardiaque, disons. Et il y a un examen qui se fait au cabinet de cardiologie, c'est-à-dire sans hospitalisation, mais dans un deuxième temps que la consultation, c'est ce qu'on appelle un Holter, électrocardiogramme. On installe à la personne un appareil qui enregistre tous les battements du cœur pendant 24 heures. Pendant 24 heures, la personne a l'appareil sur elle. Oui, et l'appareil enregistre tous les battements de cœur pendant ces 24 heures. Mais ça se complique. Parce que si, durant cet enregistrement, il a eu un malaise, il note sur un bout de papier, on sait exactement ce qui se passe. Mais s'il n'y a pas de malaise, on ne sait toujours pas si le cœur est trop lent et trop rapide. Vous voyez. Alors maintenant, il y a un autre appareil qui se fait pas encore très fréquemment, mais confié à la personne pendant 1 mois ou 2, un petit appareil, en lui disant que si vous avez un malaise, vous appuyez ce bouton. Et à ce moment-là, l'appareil enregistre l'électrocardiogramme. Ah d'accord. Voilà. Donc, si on a la chance de pouvoir enregistrer pendant un malaise cette personne, on sait ce qu'il a exactement. En général, pour un malaise comme ça, c'est pas vraiment une tachycardie, c'est-à-dire parce que c'est pas parce que le cœur est très rapide que les gens font des malaises. Mais en général, c'est le cœur est trop lent. C'est-à-dire que par exemple, pendant un malaise, son cœur ne bat qu'à 30 à la minute. Oui. Qui n'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Comme vous dites, c'est quand le cœur est trop lent, c'est là qu'il fait son malaise. Oui. Et si le cœur il va trop vite, il fait pas de malaise. C'est très rare, il faut que ce soit très 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 rapide. D'accord. Donc, supposons que maintenant on reste dans le cas de figure où le cœur est très lent. Oui. Avec quelques examens en plus, on peut dire à la personne, vous avez besoin d'une pile. C'est-à-dire qu'on va vous installer un appareil qui accélère votre cœur quand il est trop lent. Alors, cet appareil, il est placé où? Alors, cet appareil, c'est un tout petit appareil métallique qu'on place sous la peau, sous la clavicule. D'accord. Et dès que le cœur se ralentit, l'appareil prend en charge. Ah oui. Donne des impulsions qui accélèrent le cœur. Voilà, ce sont des cas simples. Est-ce que c'est assez fréquent qu'il y a justement des patients qui ont le cœur qui est lent ou alors Ah oui, oui. Oui, c'est assez fréquent. Oui, c'est assez fréquent, surtout les personnes âgées.
Oui. Si par exemple quelqu'un vous dit moi j'ai une pile, certainement passé à un certain moment son cœur est très lent. Donc avec cette pile, le patient peut continuer à vivre. Ah, vivre normalement. Là, oui. c'est vrai, comme vous dites, c'est complètement différent que les artères. Là, c'est... Ah oui, quelque chose de différent. Et deux choses peuvent exister également. Parce que c'est possible que certaines personnes qui ont une angine de poitrine, donc à un certain moment, son cœur est mal oxygéné, Oui. il y a des dégâts sur les fibres nerveuses du cœur qui fait ralentir. Ah, vous voyez, c'est d'accord. l'angine de poitrine pourrait être une cause. Ok, oui. Alors, là, le cœur bat lentement, donc là, on pose une pile. Oui. Si le cœur bat trop vite. Voilà, le cœur bat trop vite, et surtout quand c'est désordonné. En général, ce sont des personnes qui ont un infarctus ou de l'angine de poitrine important, qui ont des troubles de rythme comme ça. Alors, on leur installe une autre pile. Ce sont des défibrillateurs implantables. C'est-à-dire que cette pile-là, quand le cœur devient anarchique, à 180, 200 ou très anarchique, Oui. la pile donne une très forte impulsion, un choc électrique. Qui va ralentir, alors. Oui, qui bloque en quelque sorte le circuit défaillant, enfin Oui. le circuit à l'origine de l'accélération du cœur. Mais là, c'est un problème plus important, là. Parce que parfois, en faisant une décharge, le patient n'est pas bien. D'accord. Pas bien, il est obligé de s'asseoir, etc. Et il le sent. Il le sent. Le Ah, ça, il sent. D'accord. Tandis que pour l'autre, là, quand le cœur est trop lent et que l'impulsion pour réaccélérer le cœur Oui. sont des impulsions très minimes, en quelque sorte. Et le patient ne sent même pas. Mais à l'inverse, dans le cas où le cœur est très rapide Oui. et qu'il y a un choc électrique, Il le sent, donc il le sait. Je veux dire avec le cardiologue, puisque ça a été mis en place, la pile, elle est installée et tout. Donc là, il sait qu'il doit se poser, il sait qu'il doit s'asseoir, il sait qu'il doit Oui. se reposer, se mettre peut-être dans un endroit. non, c'est Non tout de suite à ce moment-là. Ah, c'est tout de suite à ce oui, moment-là. c'est parce qu'il y a une impulsion importante. Alors, d'accord. Donc l'un dans l'autre, ça améliore quand même le patient. Ah, bien sûr. Comme vous Bien dites, sûr. ou que le cœur soit lent ou soit trop rapide, il y a toujours cette pile qui est installée, c'est ça. Hein. Oui. La pile qui est installée, c'est une hospitalisation. Oui, une hospitalisation de quelques jours. De Pour la quelques jours pile qu'on met pour accélérer le cœur. Mais pour la pile qui fait une décharge électrique, Oui. parfois en plusieurs temps, parce qu'il y a des contrôles et tout ça. D'accord. Donc là, combien de temps elle dure la pile? Parce que Une pile normale elle dure au minimum, c'est 5 ans. Maintenant, je crois qu'avec la nouvelle technologie, il doit avoir une espérance de vie de 10 ans. d'accord. Donc ça se met, comme vous dites, sous la peau. Sous la Ça peau. se voit pas. Si, à la piscine ou à la plage, on voit un bombement Ah, d'accord. sous la clavicule. Donc placé au même endroit, que ce soit aussi bien si le cœur est lent ou aussi bien si le cœur est trop rapide. C'est cela. Oui, c'est des bonnes choses quand même, hein, qui font justement. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ah là là, j'ai mon cœur qui bat vraiment vraiment très très vite. Donc là, vous dites consulter. Ah oui, oui. Alors, pour celui qui donne des chocs électriques là, internes, là, Oui. il y a une mémoire. On apprend à ces patients-là dire, voilà, si vous avez un jour une impulsion, il faut revenir chez le cardiologue qui a des appareils pour relire tout ça. Et c'est exactement qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là. Le pourquoi que le cœur est trop lent ou alors que le cœur est trop rapide. Le cœur est trop lent. La majorité des cas, c'est parce que le cœur vieillit. Donc, il y a des circuits qui se font plus. Ou bien, deuxièmement, le cœur trop lent parce qu'il y a eu un dégât à cause d'un infarctus ou de l'angine de poitrine. Ça, c'est trop lent, ça, quand il est Oui, trop lent. Trop rapide, en général, ces personnes-là ont à un certain moment de l'angine de poitrine ou un infarctus. Parce que le cœur s'affole. Et puis, deuxièmement, et là c'est très rare et très difficile de détecter, c'est une maladie du muscle cœur. Du muscle cœur. Cœur considéré comme un muscle. Et souvent, c'est congénital. Et là, souvent, ce sont par exemple, les cas typiques
ce sont des footballeurs, un jeune footballeur, tout d'un coup s'écroule, vous voyez. Et à ce moment-là, il a fait une crise avec un cœur très rapide. Si on parvient à déceler chez ces jeunes personnes, moins de 40 ans, on leur installe une pile qui fait de la décharge. D'accord. Donc là, c'est ce qu'il faut faire. Ce que vous conseillez aux patients quand vous sentez que votre cœur il s'emballe trop, ou alors quand votre cœur bat trop lentement, vous conseillez tout de suite de consulter un cardiologue. Voilà. Ouais. Ce sont des choses à prendre quand même plus au sérieux et qu'il faut faire le plus rapidement possible. Parce que comme on dit, plus vite c'est fait, plus vite c'est constaté, plus vite le patient augmente sa vie, quoi. Oui, c'est son espérance de vie. Son espérance de vie, oui. Alors dans cette rubrique, il faut ajouter un troisième point. Oui. Après le cœur lent, trop lent. Après le cœur trop rapide. Maintenant le cœur irrégulier. Voilà. Alors, parfois les gens viennent et puis disent à son médecin, oh j'ai des palpitations. C'est très vague. Palpitations pour nous, médecins, quand on dit palpitations, c'est que quand les gens s'embattent leur cœur. Je vais vous dire quand vous êtes amoureux, alors. Voilà, ou autre, ou bien une émotion. Oui, l'émotion. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui traverse devant votre voiture, vous freinez brutalement. Ce moment-là, toc, 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 toc. D'accord. Ça, c'est pas grave. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Là, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Mais on rentre maintenant dans le troisième cas de figure. Ah, il y en a après le cœur trop lent ou trop rapide, on a le cœur irrégulier. Oui. Et là, il y a deux situations qui fait le diagnostic. Parfois, la personne ne sent rien et c'est le médecin, en auscultant, dit, voilà, votre cœur n'est pas régulier. Il faut aller voir le cardiologue. Ou bien, parfois, les gens ont des palpitations. Ils ont dit, oh, de temps en temps, je sens un à-coup. Il le sent, le patient le sent? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Oui. C'est pour ça que quand les gens disent palpitation, c'est très difficile aussi pour nous. Bah oui, mais voilà. Mais alors, pourquoi il vous dit palpitation? C'est parce que il y a eu quelque chose quand même. Oui, mais palpitation, par exemple, vous avez eu très peur tout à l'heure, là. Oui. En freinant brutalement. Oui, c'est vrai. Et là, c'est normal. D'accord. Oui. Donc, ou bien le cœur irrégulier, ou bien les gens le sentent et on enregistre qu'il y a un cœur irrégulier, ou bien les gens ne sentent pas, mais c'est le médecin qui existe. Il y a une troisième chose qui est grave, c'est l'accident vasculaire cérébral. Parce que quand le cœur est irrégulier, comme nous entendons, et il faut que ce soit une fibrillation auriculaire. Vous voyez, le cœur irrégulier sont des termes assez techniques, mais nous, en tant que médecins, on sait ce que c'est. Fibrillation auriculaire, c'est un pourvoyeur d'accident vasculaire cérébral. Ah oui. Oui, parce que 80% des accidents vasculaires cérébraux sont dus à ce cœur irrégulier. Alors, qu'est-ce que vous appelez accidents cérébraux? C'est accident vasculaire cérébral, ou bien AVC. C'est quand une artère du cerveau est bouchée, il n'y a plus de sang qui passe. Et deuxièmement, deuxième cas de figure, ou bien une des artères du cerveau se rompt à cause de l'hypertension artérielle. Alors 20%, c'est à cause d'un caillot qui bouche une artère, 80%, et c'est la fibrillation auriculaire. Deuxièmement, 20% seulement, c'est une artère du cerveau qui se rompt. D'accord. Oui. Là, c'est pareil. C'est plus. Alors, c'est plus grave aussi. Là, quand oui, parce que il faut, comme on dit, il faut appeler tout de suite des personnes aptes, justement, parce que quand vous avez ça, il faut appeler le 15 tout de suite, parce que c'est de là que vous expliquez un petit peu ce qui se passe. Oui. Alors, c'est comme ça que c'est comme cela. L'accident vasculaire cérébral, en général, c'est pour prévenir, enfin pas prévenir, mais le diagnostic le plus précis, c'est l'entourage de la personne qui le fait. C'est pas la personne. Et en général, sauf qu'il tombe, etc. Vous voyez. Mais par exemple, quelqu'un, en mangeant, tout d'un coup, il lâche sa fourchette. Il lâche sa fourchette et puis il parvient pas à la reprendre. D'accord. Là, c'est déjà... C'est
peut-être un signe d'accident vasculaire cérébral. Peut-être une des artères du cerveau est bouchée. Ou bien, tout d'un coup, la personne bégaye. Et il est dans le vide. Il bégaye dans le vide. Ou bien la personne a la bouche en travers. Alors, lui ne se rend pas compte. Non. Voilà. Souvent, il ne se rend pas compte, ou bien il minimise quand même ce qu'il ressent. C'est l'entourage. Hein. Comme vous dites, c'est l'entourage tout de suite qui doit faire le 15. Le 15 alors, immédiatement. Oui. Pourquoi le 15? Parce qu'on a des traitements. On a des traitements. Par exemple, s'il y a un caillot au cerveau, on injecte un produit et on dissout le caillot. Mais il faut que la personne soit prise en charge dans les 6 heures de son accident initial. Oui. C'est très court. Ah oui, il faut aller très, très vite. Oui. Et l'intérêt d'appeler le 15, c'est que le 15 envoie quelqu'un de SMUR et il y a un médecin, il y a des électrocardiogrammes. Il fait tout de suite le diagnostic d'accident vasculaire cérébral. Il téléphone au service pour prévoir et puis préparer l'injection tout de suite. Vous voyez, on ne perd pas. Et nous avons la chance dans notre région, c'est qu'on est entouré d'unités neurovasculaires, ce qu'on appelle les unités neurovasculaires. C'est-à-dire que ce sont les unités qui prennent en charge ce genre de maladie tout de suite. On a Compiègne, on a Amiens, on a Saint-Quentin. D'accord. Et c'est vrai, docteur, vous avez raison de dire tout de suite le 15. Ce qui fait, c'est que tout de suite, il a la bonne information qui peut répartir et qui peut sauver le patient. Voilà. Non seulement le médecin fait le diagnostic, mais il dirige tout de suite un service compétent tout de suite. Alors, au lieu d'appeler son médecin, on ne sait pas quand il arrive, au lieu de mettre la personne dans la voiture et aller à l'hôpital, vous voyez, on perd de temps, à l'hôpital, on refait pareil, mais la perte de temps... Oui, beaucoup, oui. Le 15, ce qui fait, c'est que comme ça, c'est bien dirigé. Oui, alors il ne faut pas hésiter à appeler le 15, et il y a toujours un médecin régulateur qui vous répond. Parfois, les gens me disent « Ah oui, mais je ne veux pas déranger le médecin. » Non, on ne dérange pas du tout. C'est un service... oui. C'est un service public, donc pour rendre service aux gens. Et parfois, vous voyez, quand la personne téléphone au 15, au bout de 3 ou 4 minutes d'entretien avec le médecin régulateur dit « Très bien, ce que vous avez là, mais vous avez le temps. » Vous pouvez appeler votre médecin, il peut venir ce soir ou demain matin. Oui. Mais c'est quand même très important de, comme vous dites, le 15, de dialoguer avec la personne qui est au bout, d'expliquer un petit peu ce qui sauve la personne qui a justement ses débuts sauf les personnes qui sont vraiment malades. Exactement. Puis quand on appelle le 15, c'est parce que c'est pas anodin, je veux dire. Non. C'est pas perdre du temps, il faut en gagner du temps, et c'est pour le patient. C'est cela. On va terminer tranquillement et gentiment cette émission, justement. Est-ce qu'il y a autre chose peut-être à rappeler, qui est très important aussi? Là, on a fait le tour de tous les examens, tout ça, et on n'a rien oublié. Oui. L'hypertension artérielle, mais c'est l'objet de ma prochaine émission, le mois prochain. Donc dans un mois. Dans un mois. Voilà. Ce sera sur l'hypertension artérielle. Oui. Ça, c'est important aussi. Donc, à noter, vous avez peut-être la date, je ne l'ai pas sous les yeux, mais le premier mercredi du mois, donc on est déjà au mois de février, donc ça sera au mois de mars, le premier... C'est le 7 mars. Le 7 mars, voilà. Mercredi 7 mars. Vous notez sur vos agendas, les auditeurs et auditrices qui écoutaient Radio Puisalène, l'info club cœur et santé, donc là c'est tous les mois avec le docteur Vauduit. Là vous vous faites plaisir, aussi, Donc là, on va terminer avec, je vous laisse le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin, c'est pour vous, docteur Vauduit. Alors le mot de la fin, c'est très simple. Je dirais que le cœur est un organe, comme tous les cœurs, c'est un organe changeant. Des fois c'est normal, des fois c'est pas normal, on ne sait pas quand, etc. Alors c'est pour cela que si on vous envoie chez un cardiologue et que ce cardiologue vous demande de faire certains examens, n'hésitez pas
à les faire. Et c'est certainement toujours à bon escient, parce que le cœur est, comme je dis, est changeant. Par exemple, une angine de poitrine ne survient pas au repos. Par exemple, il faut le faire travailler pour déceler des anomalies. Par exemple, une palpitation, les gens n'ont pas tout le temps. Il faut faire d'autres examens pour voir d'où peuvent provenir cette sensation de sentir battre le cœur. Je pense que c'est le mot de la fin que je voulais passer, et pour dire que notre spécialité n'est pas tout simple. Oui. On a parfois besoin d'autres examens et on a toujours besoin d'autres avis. Merci docteur Vauduit. On vous retrouve donc dans un mois avec le thème, donc vous l'avez dit, notez sur vos agendas. Merci docteur Vauduit. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Edwidge.